tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau café littéraire consacré, comme tous les jours, au rêve, rêve général. C'est le thème de ce 40e Salon du livre et de la presse jeunesse. Aujourd'hui, nous vous invitons à passer de l'autre côté du miroir quand le rêve devient exutoire ou fuite en avant. Voilà ce qui se traverse les ouvrages de nos 4 invités. Elisabeth Aulville et Iris Pouy nous invitent sous leur mansarde. Il y fait chaud, il y fait très chaud et il s'y déroule des événements bien curieux. Bienvenue dans cet excellent Conte de la mansarde aux éditions L'Employé du mois. Elisabeth, on est ravis de vous avoir. Tout va bien ? Ravi également d'être avec vous ce matin. Bon alors, on vous a demandé, comme à tout le monde, à tous les invités autour de cette table, de réfléchir à 3 mots, 3 verbes pour fêter le Salon du livre qui fête ses 40 ans. Quels sont vos mots ? Oui, alors j'ai réfléchi et j'ai pensé à ressentir déjà pour les émotions en fait que les livres vont provoquer chez les enfants. Ensuite, comprendre, parce que du coup, ça nous permet de comprendre des choses sur la vie et grandir. Voilà. Brescht Evans est de retour avec le premier volume de son ovni graphique. Ça s'appelle Le Roi Méduse, un livre dont personne ne sort indemne. Brescht, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. 3 mots aussi pour célébrer notre anniversaire, le salon, votre anniversaire aussi. Réunion de famille. Ça a marché là ? Ouais, réunion de famille, je pense que ça a marché. C'est pas des verbes, mais j'avais mal lu la Non, mais réunion de famille, il y a 3 mots. Moi, c'est vendu, bravo. Je reconnais bien votre esprit taquin. Soyez bienvenus, on est vraiment content de vous avoir. Sacha nous convie, lui, dans un drôle d'archipel futuriste où il fait pas bon être pauvre. Alors, rassurez-vous, c'est de l'anticipation. Enfin, il me semble. Bonjour Sacha, ravi de vous compter parmi nous. 3 Bonjour. mots aussi pour célébrer le salon. Fourmillant, déconcertant et intense. Formidable. Et puis, Martine Poulain, alors vous nous amenez aussi, vous, très très loin. Hein. Mais alors, pas dans le sens du futur, mais plutôt dans le passé, puisqu'on va se plonger on va revenir au XIIe siècle. Grâce au Shift, Clara va se téléporter quasi 1000 ans en arrière et suivre de très près, de trop près peut-être, sans doute pour l'héroïne, l'ascension et la chute de François d'Assise. Martine, soyez la bienvenue. Vous aussi, on vous a fait plancher pour trouver ces 3 mots. Ça a été ? C'était pas trop compliqué ? Si, c'était un peu non. On va dire, si, c'était. J'ai beaucoup réfléchi, mais. Et vous avez trouvé ? Un petit peu, oui. Alors, on va dire fête, c'est la fête, la foule et la fatigue. D'accord, FFF, hein ? Voilà. Ok. Il y a plein de références pour FFF. Voilà. Merci beaucoup. On est ravis de vous recevoir. Vous aussi autour de cette table. On va se régaler. Mais alors, vous savez qu'il n'y a pas de café littéraire sans avoir un alter ego qui m'accompagne. Une alter ego aujourd'hui, c'est Héloïse. Bonjour à toi, Héloïse. Bonjour. Ça va bien ? Oui. Bon, on est ravis de t'avoir. En tout cas, moi, je suis ravi de t'avoir à mes côtés. Tu as bossé. Tu as lu avec toute ta classe, ça rigole pas. D'où viens-tu ? Raconte-nous un petit peu dans quel lycée tu étudies. Moi, je suis au lycée Jean Jaurès, Ouais. en première. Donc, c'est à Montreuil, c'est pas très loin d'ici. D'accord. Tu joues à domicile. Toi aussi. D'accord. Quel genre de lectrice es-tu ? Explique-nous. Moi, je lis un petit peu tout, ce qui vient, ce qui passe. Les D'accord. trucs du moment. Ok. Des classiques ou Les plutôt classiques, l'actualité ? enfin, c'est plus à l'école qu'on les lit. Donc, D'accord. Donc classique pour l'école. Oui. Et puis lecture plaisir, les nouveautés. à la maison, oui. Des romans, mangas Oui, je lis de tout, des lis vraiment romans, des tout. mangas, des bandes dessinées. D'accord. Alors, je ne vais pas te mettre la pression, mais il me semble que tu as participé à un concours d'éloquence. Oui. Donc, on attend beaucoup de toi. C'est histoire de ne pas te mettre la pression, tu sais. Allez-y, Brecht. Normalement, tout est ouvert. Que ça s'entend. Très éloquente. Merci. Bon, bah super. On y va ? C'est parti. Ok. On commence avec les contes de la mansarde. Ça te va bien ? Ok. Ok. Alors, on reçoit Elisabeth Aulville. Donc, vous êtes illustratrice, auteur de bande dessinée. Vous avez étudié le dessin et l'illustration à Paris, puis la bande dessinée à Angoulême. Et vous vivez aujourd'hui
à Strasbourg. Vous avez fait le triangle de la BD française, presque, j'allais dire. Vous dessinez pour le journal pour enfants Biscotto. Et puis, nous sommes ravis de recevoir la lauréate du prix René Goscinny de la meilleure jeune scénariste. Ça vient de tomber, c'est tout chaud, ça. C'est bien, c'est une sacrée fierté quand même. Oui, oui, c'est super. Donc, c'est pour les Contes de la Mansarde. Vous avez été aussi ici en sélection pépite bande dessinée pour 2 ouvrages, L'été fantôme et Immonde. Donc c'est un peu votre maison aussi, le salon du livre. On est ravis de vous avoir. Alors, Héloïse, Oui. un petit résumé. Dans cette bande dessinée, il y a 3 contes différents. Pourtant, ils se passent dans le même appartement en plein été. Et c'est 2 personnes, habituellement l'histoire de 2 personnes, et il va y avoir une sorte de malédiction quelque part. D'accord. Malédiction, c'est ce qu'on va voir. Qu'en as-tu pensé de cette BD ? Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est rapide à lire, c'est facile, mais pourtant, il y a toujours le suspense qui arrive. Je trouvais que c'était très bien fait. D'accord. Alors, on y va pour la première question. Ok. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un livre qui traite d'amour et de désamour ? Tout à fait. C'était pas prévu initialement, mais finalement, on s'est rendu compte que l'amour était un des sujets principaux et les amours contrariés. Et donc, c'est un peu le second sujet du livre, à côté du sujet qui est le fantastique, qui est quand même le sujet principal. À la fin de chaque histoire, on se demandait si les personnes, elles meurent à la fin de chaque histoire, ou si c'est leur histoire d'amour qui va mourir. C'est une bonne question. Ah ouais, quand je l'ai lu, je me suis dit, j'aimerais pas qu'on me la pose. Ouais, Ah ça ouais. va. Ah oui. Bah déjà, ça spoil un peu pour ceux qui n'ont pas lu Alors, comment la on BD. fait ? Comment fait-on avec ces Voilà. histoires de spoil ? Comment est-ce qu'on fait avec ces histoires de spoil ? Oui, on peut le voir comme ça. Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans les livres qu'on fait, c'est que souvent les lecteurs voient des choses que nous, on n'avait pas vues au départ. Et donc, du coup, ce que tu me dis, j'avais pas pensé les histoires comme ça, mais c'est vrai aussi, en fait. Tout est vrai, je trouve, dans les interprétations, en fait, parce que c'est soi-même, quand on écrit un livre, on maîtrise pas, en fait, tout ce qui est raconté dans le livre. Et même quand on... Alors, vous travaillez avec Iris Pouy, comment vous bossez toutes les deux ? Parce que, effectivement, vous nous dites on ne maîtrise pas tout, mais vous êtes quand même à 4, à 2, Ouais. 4 mains, à 2, 2 Ouais. cerveaux. Alors, c'est un travail de longue haleine parce que ça faisait depuis 10 ans qu'on avait ce projet. Comme quoi, ça peut mettre du temps, la BD. Et donc, on est parti d'histoires que j'avais inventées. Donc, j'ai écrit les scénarios. J'en ai découpé 2. Iris en a découpé une autre. Donc, découper, ça veut dire faire le storyboard, en fait, qu'on puisse lire la bande dessinée un peu en bonhomme bâton mal dessiné, mais c'est quand même lisible. Et à partir de ça, donc, Iris a tout intégralement dessiné. Et elle a apporté aussi des modifications de dialogue quand, en dessinant, elle se disait finalement, en fait, ce dialogue, il sonne pas très juste. Donc, elle a aussi participé à l'écriture, en fait, dans ses interventions et ses corrections qui ont amené de la finesse, en fait. Donc, c'était super de travailler avec elle. Voilà. Je regarde Sacha Gorg qui est à côté. C'est vous qui éditez, hein ? Oui, tout à fait. Ouais. Oui, Ça vous a heureux fait hasard, quand- heureux hasard. Quand vous l'avez reçu, vous êtes dit quoi ? Ouf, ça date un peu. Mais non. Mais alors, faut savoir que nous, souvent, quand on reçoit des projets, ils sont. C'est pas qu'il date d'il y a Non, 10 ans le livre. On reçoit pas ça. Hein. Donc on reçoit quelque chose de beaucoup Ouais. plus embryonnaire. Ouais. Donc on était plutôt enthousiaste, mais c'était, je me souviens plus très bien, mais on était encore peut-être plus à une ébauche. Ouais. Tu me corriges, hein, mais voilà. Sauf que on connaissait les autrices et on s'est dit que on allait les suivre, quoi. Mais ça a mis beaucoup de temps, oui. Comme plein de trucs, comme moi aussi j'ai mis plein de temps. C'est pas grave. Elles sont lentes à travailler, c'est pas un reproche que vous lui faites. Ils Non, ont pas été super patients et ils ont été top. Et c'était trop chouette de faire le livre avec eux. Héloïse. On a remarqué que dans chaque histoire, il y avait le motif de la tête de mort. On se demandait si c'était une malédiction.
Donc si les personnages ils seront maudits et qu'ils vont voir leurs plus grandes craintes se réaliser, ou si c'est plutôt l'appartement qui est maudit. C'est les deux à la fois. En fait, c'est l'appartement qui est maudit parce qu'il fait se réaliser les plus grandes craintes de ses locataires. Donc en fait, t'as très bien résumé en fait le truc. Du coup, on se demandait si les peurs des personnages, elles vous appartenaient. Tout à fait. Souvent, quand on est auteur, on est assez névrosé. Donc, on a beaucoup de peur. Moi, je suis quelqu'un d'assez angoissé. Et pour moi, écrire, c'est un moyen de dompter, en fait, mes peurs. Et je me suis beaucoup inspirée, en fait, des Contes de la Crypte, qui sont un comics qui est très vieux, un vieux comics d'horreur, mais aussi une série télé qui passait sur M6 dans les années 80-90, et qui, à chaque fois, c'est un personnage qui a un peu un vice, un défaut, et ce défaut va se retourner contre lui d'une façon un peu surnaturelle. Donc c'est un peu le cas ici, c'est un peu mes défauts. Si jamais j'habitais dans un appartement surnaturel, qu'est-ce que ça donnerait en fait voilà. Tu aimes bien, toi, tout ce qui est un petit peu horreur, horrifique C'est pas ce que je lis habituellement, mais j'ai bien aimé ces contes-là. Oui, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que ça marche ? Je pense que l'histoire, elle est assez rapide, mais il y a quand même le suspense. On ne sait pas, comme ça change un peu à chaque fois, dans chaque histoire, on ne sait pas ce qui va arriver exactement. Il y a un vrai sens du suspense. Hein. Notre question ? En fait, on se demandait s'il y avait quelque chose autour du corps de la nudité, parce qu'on va voir à peu près tout le temps le corps en fait, dans le livre et quoi que ce soit. Vos personnages sont beaucoup à poil, en fait. Beaucoup à poil. Pour être... c'est ça, mais disons-le comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Et encore, ils étaient encore plus à poil dans les storyboards. Et Iris m'a dit, mais en fait, ça, c'est pas nécessaire. Et donc, elle a beaucoup rhabillé tout ça. Ouais. Après, c'est des étés caniculaires. Donc, quand il fait très chaud et qu'on est dans un appart... sous les toits parisiens. Sous les toits. Ouais. On est souvent en slip, voilà. Mais la question du corps, en effet, est centrale dans le livre parce que c'est notre véhicule, en fait, pour... le corps, c'est notre véhicule pour apprécier la vie, en fait. Et il nous est donné, il vieillit. Voilà, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler là, dans le cadre du Salon du Livre de la Jeunesse, parce que c'est vraiment un endroit où on voit... fourmiller plein d'enfants, d'ados, alors qu'en tant qu'auteur, on décrépit année après année. Donc, voilà. Mais non. Donc oui, c'est central. Moi, je voulais juste, avant qu'on avance dans l'émission, là, vous faites un travail avec des Lituaniens. Vous nous expliquez ici au Salon du Livre quelle est cette action ? Racontez-nous. Bien sûr. Alors, chaque année, en fait, il y a une saison qui est consacrée à un pays. Et du coup, cette année, c'était la Lituanie. Et donc, on a fait un genre de workshop avec des auteurs de BD lituaniens. Et ça a donné naissance à un livre édité chez Actes Sud, une compilation de bandes dessinées réalisées par ces jeunes auteurs lituaniens. Et workshop, atelier, c'est-à-dire vous y faites quoi concrètement ? Alors en fait, on travaillait autour des légendes et nous, on devait leur envoyer une lettre avec une légende française et eux, ils devaient imaginer une BD en réponse autour d'une légende lituanienne. Et nous, comme on avait un peu plus d'expérience, parce que c'est des jeunes auteurs qui, certains sortent de l'école, on pouvait un peu les conseiller. Mais bon, après, c'est eux qui ont fait tout le boulot. Donc c'était surtout un échange d'expérience. Merci beaucoup. Vous restez avec nous vous avez ramené des livres aussi à nous conseiller à la fin de l'émission. Merci beaucoup. Brecht Evans, vous êtes né en 1986 à Hasselt en Belgique. À 22 ans, Les Noceurs, votre projet de fin d'études, obtient directement le prix de l'audace au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, la référence.
En 2018, vous publiez Les Rigoles chez Actes Sud BD. Là, vous recevez un autre prix, le Fauve, prix spécial du jury, toujours à Angoulême, en 2019. Entre deux livres, Brecht, Evans, vous travaillez pour la presse et la mode. Et vous voilà de retour en 2024 avec le Roi Méduse, le premier volume. Héloïse, dis-moi ce que tu en as pensé, ou tu résumes peut-être rapidement. Ouais, c'est l'histoire d'un garçon, Arthur. C'est son point de vue, c'est son histoire. Et c'est surtout un livre racontant les relations père-fils, en fait. Relation père-fils. Un peu spécial. Un petit peu spécial, mais ça, on va le découvrir tout au long des questions qu'on va poser à Brecht. Tout à l'heure, je lisais tes questions pour Elisabeth et je voyais, est-ce que vous avez une obsession pour le corps nu, la nudité? Je disais, oh là là, Ah mais oui, mais attendez. Pour moi là. Ah ouais, mais... On en a beaucoup pour vous. Ah oui, croyez-moi, vous n'allez pas regretter d'être venu. Ah ouais. Héloïse, qu'en as-tu pensé d'abord, ton avis? Moi, j'ai beaucoup aimé déjà le dessin, vraiment très beau. J'ai lu aussi Les Rigoles, l'autre livre, je l'ai lu aussi. J'ai bien aimé l'histoire en elle-même et quoi que ce soit. Enfin, j'ai beaucoup aimé le livre, quoi. Ouais. Alors, on y va pour les questions. Ok. Donc, sur le travail à l'acrylique, les illustrations sont vraiment très belles. La composition est remarquable et en même temps, les personnages ils changent de couleur au gré de leurs émotions. Et on se demandait si c'était une manière de nous faire connaître leur état. Oui. Oui. On peut jouer avec leurs couleurs. Je fais des trucs avec les couleurs qui sont un peu fonctionnels. Genre, le personnage est bleu et comme ça on le reconnaît tout de suite. Ce qui est parfois plus facile que dans une BD où tous les personnages ont la même couleur et il faut savoir par leurs sourcils ou par leur nez qui c'est. Et puis une fois que ça s'est imprégné dans le lecteur, comme ces codes-là, et peut-être leur design, voilà, on va avoir les cheveux comme ça, on va avoir la boule comme ça dans le visage, tu peux commencer à jouer un peu avec, et en effet, ce boule rouge peut commencer à changer de couleur, et tu peux surprendre le lecteur un peu avec, il ne s'est pas attendu à que ça change de couleur. Oui. On a remarqué que dans le livre que tous les adultes qui sont assez monstrueux quand même, ils font peur. On se demandait si c'était... Même les enfants, pas. Oui, mais on se demandait si c'était une interprétation de l'enfant ou si ils étaient vraiment tous bizarres. Je crois que je tente pas exprès de faire un point de vue d'enfant, je crois. Parce que nous, c'est une bonne question. En gros, tu sais, avec ce que tu demandais sur les personnages, le père, dans le livre, il a une sorte ovale. On voit pas son visage. Foncé, et ça, c'est une façon, en effet, d'évoquer quelque chose d'étrange dans le lecteur, comme qu'est-ce qui se passe avec ce gars. Donc même quand tu dis des choses gentilles, plein d'affection, c'est difficile de ne pas être un peu mal à l'aise, même si ça peut être de sincères moments de chaleur. Il y a un problème dans cette relation parce qu'on ne voit pas son visage, quoi. Et ça peut être un peu... ça suggère que notre petit gars, notre protagoniste, qu'il a peut-être un souvenir un peu bloqué de son père, que son père a toujours quelque chose d'un peu absent. Et dans ce sens-là, en tout cas, c'est à travers les yeux de cet enfant-là, mais je tente pas de représenter l'enfance avec lui, n'est-ce pas? Parce qu'on a quand même tous eu des observations assez différentes quand on était petit. Et quand on est enfant, on voit les mêmes choses. Donc si tu es le lecteur et tu regardes à travers l'épaule de l'enfant, autant montrer les choses comme ils sont. Et Héloïse, moi j'ai une question à te poser. Je veux te partager mon sentiment, voir si tu partages aussi. oui. Qu'au fur et à mesure de la lecture, vous parlez de malaise. Je trouve qu'il y a quelque chose de malaisant, de malsain
qui s'installe dans cette relation, mais au fur et à mesure. Est-ce que tu as senti monter ce sentiment de malsain au fur et à mesure de quelque chose? Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, plus ça va, plus c'est malsain, quoi. Et plus, oui, est-ce que cette montée, tu l'as vécue aussi? Oui. Bon, je te remercie. Je me sens moins seule. Héloïse, vas-y. On va rester un peu sur le père et on se demandait votre avis sur l'éducation, enfin si on peut appeler ça une éducation du père et de son fils, qu'il va donner sur son fils. Est-ce une éducation d'ailleurs? Oui. Est-ce qu'une mauvaise éducation est une éducation? En fait, sur l'éducation et la malaise montant dans le livre, je crois que le père est aimant, comme il faut, n'est-ce pas? À partir d'un certain moment, il est très présent dans la vie, presque constamment, presque trop. Être présent, c'est forcément bien. Mais puis on a l'impression qu'il peut être aimant et présent que si Arthur, si les garçons suit un peu les règles, non, de ce monde qui est imposé sur lui. Pas bien, j'imagine. Pas un bon truc à faire, je crois. Je ne compterais pas le faire. Mais je crois la tension, le malaise du truc, peut-être que le livre ne serait pas malaisant si c'était un monstre tout le temps, le père. Enfin, je ne sais pas comment tu l'as senti, mais presque juste avant de l'envoyer à l'imprimeur, je me disais que, hey, il y a un thème dans ce livre. Et peut-être j'ai eu le thème dans des autres livres aussi, un peu dans Les Rigoles avec Victoria, la personnage fille. On peut aimer et faire mal à la fois. Donc, que des moments tendres peuvent avoir une horreur en eux parce qu'il y a une sorte de malentendu ou déconnexion. Et j'avais l'idée en regardant une image du père qui est au point d'aller faire une opération sur Arthur, Oui. n'est-ce pas? Et c'est un petit dessin de rien du tout, en gros, assez. Et je le regarde et je me dis, ah bordel, c'est ça en fait l'image clé. S'il en faut un autre jour, peut-être que je trouve une autre image, l'image clé, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a beaucoup des images. Martine, vous vouliez intervenir, Martine Pouchin. Je voulais juste attirer l'attention sur un petit détail. Alors moi, il y a un truc qui m'a vraiment fait très très mal. C'est quand son père lui apprend à faire des trous dans les vaches pour boire leur sang. Oui, ça fait très peur aussi. Beaucoup souffert C'est là. pas très rassurant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une pratique dans beaucoup de cultures. C'est une façon, s'il n'y a pas beaucoup de verdure et pas beaucoup de fruits autour, tu possèdes une vache et mieux que de le tuer, tu bois parfois son sang pour avoir un peu tes protéines. Et ils le font en effet avec un petit arc et flèche, les Maasai, et je pense des autres... Donc c'est une pratique en fait qui existe. Oui, c'est presque un peu comme c'est ta source à la fois, je sais pas, hydrater un peu, j'imagine, à la fois boire et manger un peu. Ouais. Les vaches, c'est pas beaucoup moins gentil que ce que nous on fait avec, je pense. Oui, c'est une question de mais de point de vue. C'est un peu entre traire et tuer. Entre traire et tuer, oui, bien sûr. Vas-y, Héloïse. J'espère que ça donnera envie à personne d'essayer. Vas-y, Héloïse. On a remarqué la dédicace au début du livre pour mon père pleinement présent. Et on voulait savoir quel rôle il a joué, votre père. Le rôle aimant, présent, en m'offrant plein de choses sans imposer son vue du monde sur moi. Je crois que mon père comme ma mère, c'était des bons élèves. Et je crois qu'ils ont passé un peu le truc de bon élève. Ouais, il fallait des bonnes notes. mais pas parce qu'il se passait un mauvais truc, juste parce que je savais bien qu'il y a un peu de froideur dans le regard quand j'arrive avec des mauvaises notes. Voilà, pourquoi? Parce que j'ai pas bossé. Mais sinon, ouais, toujours beaucoup en conversation, des gens avec lesquels tu peux échanger beaucoup d'idées, assez patient avec mes idées cons d'enfants et adolescents aussi, non?
m'amenant à des musées, des choses, même si je ne comprenais pas encore ce qu'il y avait, quel intérêt ça avait. On est content que ce ne soit pas un règlement de compte avec votre papa quand même. Oui. Ça nous rassure. Avec Héloïse, on s'était dit, on n'espère pas, il a un visage et tout, votre père. Tout va bien. Ouais. Mais quand même, quand on fait une dédicace comme ça, on fait un roman comme ça sur le rapport père-fils. Il y a quand même il y a quelque chose qui vous travaille là-dessus, sur la transmission, sur qu'est-ce qui vous traverse, qu'est-ce qui vous travaille profondément. On peut commencer au cours des années qu'on bosse sur un livre, on peut commencer avec une intention assez simple et découvrir des autres intentions, des autres intérêts ou en route, en le faisant, des sujets comme paternité peut-être peuvent commencer à te travailler parce que tu es en train d'écrire ce truc et un peu obligé de se découvrir des opinions, un peu... tu commences à penser des choses que tu n'aurais pas pensé sinon. Parce que tu as par hasard pris un personnage comme ça de clodo alcoolique où tu as pris un père et un fils, que tu commences à te dire qu'est-ce que je ressens vraiment sur cette scène? Est-ce que ça a l'air vrai pour moi ou non? Si ça n'a pas l'air vrai, si ça a l'air un peu un mensonge ou un truc un peu con, tu l'enlèves. Mais à la base, c'est un enfant parce que j'avais envie de faire quelque chose avec inspiré d'une bouffée délirante que j'ai eue il y a longtemps, où il y avait des messages codés, des choses comme ça partout. Mais quand je l'écrivais avec un adulte, un protagoniste, c'était très antipathique. Tu penses, allez, va consulter, va voir un psy, fais-toi interner. Mais si c'est un enfant qui n'a même pas besoin d'être fou lui-même, il peut juste avoir le mélange d'un point de vue un peu romantique, enfantin du monde et l'imaginaire psychotique peut-être de son père. Et t'as comme un truc qui nous concerne un peu tous. Et il est un peu sympathique et on s'inquiète un peu pour lui plutôt que de le trouver fatigant. Mais bon, paternité commençait à me travailler un peu plus tard. Vous êtes papa ou pas? Le livre a commencé avec une échographie et quelques mois plus tard, j'en avais un à regarder, presque identique. En tout cas, c'est une somme. Juste la dernière question, parce que je sais qu'elle voulait la poser, Héloïse. Sur le titre, Le Roi Méduse, il faudra attendre le 2e volume pour y voir un peu plus clair sur le titre. Peut-être. Peut-être. Peut-être, on verra. En tout cas, on attend le 2e volume. Il faut acheter le 2e, quoi. En tout cas, c'est un vrai voyage initiatique. Il y a tellement de choses à dire. C'est passionnant. Christine, c'est une de tes camarades. Christine, j'ai envie que tu te lèves déjà, voilà, et que tu nous poses la question à tous les auteurs, une question à laquelle vous allez tous pouvoir répondre. Christine, on t'écoute. Le thème étant, le thème salon du livre étant le rêve général, pourriez-vous nous raconter un rêve qui vous a marqué et que vous auriez voulu voir se réaliser? Qu'on aurait voulu voir se réaliser. Se réaliser. J'ai envie, pour compléter Christine, les cauchemars sont les bienvenus aussi. Hein. Mais sympa, les cauchemars. Alors, qu'est-ce qu'il y a un rêve qui vous a particulièrement marqué, que vous voudriez voir se réaliser? Moi, je vais répondre, je ne sais pas si ça répond tout à fait, si je commence. Non, mais parfois on a des rêves qui servent de matrice ou de base pour des récits. Et donc, on a des rêves comme ça avec des visions complètement étranges. Moi, j'en ai eu sur des espaces, par exemple, assez étranges, en fait, qu'on ne croiserait pas des relations à l'espace avec le corps, qui ont pu servir, en fait, dans mes histoires. Donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser dans la vie réelle. Mais voilà, je pense par rapport spécialement à la verticalité, à la hauteur. Moi, j'ai eu plusieurs visions comme ça, on parlait de visions. Qui du coup existe à un moment donné dans les livres en fait. Voilà. Oui, c'est ça en fait. Hein, si c'est pas dans la réalité, ça fera toujours une bonne BD. C'est ça l'idée. Mais pas de rêve où je rêvais d'être riche et je suis devenu riche. Enfin, malheureusement, non. Alors des rêves, moi j'en fais tout le temps. J'adore ça et
Je trouve que c'est extrêmement instructif sur soi-même. Et puis parfois, on comprend absolument rien du tout. Mais je me souviens d'un rêve en particulier. Enfin, non, je m'en souviens pas justement, mais juste d'un bout. C'est-à-dire que j'ai fait un rêve. Et dans mon rêve, il y avait carrément toute une histoire absolument magnifique. Et je me suis dit, ah oui, ça c'est formidable. Donc, en fait, demain matin, je fais le résumé, etc. Et je me suis rendormie. Et le lendemain matin, il ça n'y parle à avait tout le monde, apparemment. aucune image. L'image d'un jeune garçon avec un bonneto devant lui, sur fond d'arbres. Et ça, c'était le début, mais il n'y avait plus rien après. Les cookies supprimés, quoi, la cage vidée. Ouais. Et depuis, j'ai un petit dictaphone. Et quand je me réveille en pleine nuit et qu'il m'arrive des choses comme ça, je les lui confie d'une voix pâteuse. Mais le lendemain, il reste des choses à peu près compréhensibles. Recht, vous aussi, ça, un problème de cookies aussi? Oui, bien sûr. J'ai énormément de rêves. J'ai arrêté de fumer il y a quelques mois et du coup, soudainement, je dors comme j'ai pas dormi depuis que j'étais ado, genre 9h, 10h. Bon, quand on est auteur, on peut ça. Et du coup, je me souviens pas mal des rêves, pas mal de petits cauchemars aussi, dernièrement. Mais c'est cool avec les rêves qu'ils peuvent te provoquer une émotion qui est en soi assez standard, peur, énervement, bonheur, mais que la façon dont le rêve le fait est pas cliché, quoi. Pas comme on a vu dans les films, typiquement. Et le mien, récemment, c'était... mon bébé était arrivé. Petit bébé, trop bien. Trop joli, petit bébé. Sauf qu'il y avait aussi... Je crains le pire. Ouais. Je crains le pire avec vous. Ça commence. En effet, oui. Voilà. Dans la pièce, courait aussi partout un plus petit bébé, un micro-bébé, mais qui courait déjà, tout moche et carnivore, qui voulait mordre mon bébé. C'était un petit bébé dangereux, c'était pas bien qu'il soit là. Voilà, il fallait que je protège mon bébé pour ce micro-bébé dangereux. Voilà. Du coup, je suis pas très interprétation des rêves. Oui, ça c'est un rêve, c'est pas un cauchemar. Hein. Non, d'accord. Là, on est dans la catégorie rêve. On n'interprète pas, on dit juste waouh, on peut noter et peut-être faire un truc dans un livre avec un jour. Elisabeth, ça c'est un truc qui pourrait sortir de la mansarde. J'adore ce Conte de la rêve, il est mansarde. trop bien. Mais c'est vrai que je me dis souvent quand je me réveille, mais l'inconscient, c'est vraiment le meilleur réalisateur de films. Et j'aime bien imaginer qu'en fait, c'est vraiment genre chaque nuit, en fait, il y a un mec qui tourne des films dans notre tête et qui a juste un esprit fou et trop génial en même temps. Et moi, j'ai beaucoup de cauchemars, donc j'en raconterai pas, mais de temps en temps, quand même, une fois par mois, je vole en rêve, et ça, c'est trop stylé. Et du coup... Alors, ça dépend de l'atterrissage. Ah bah en fait, je me crache jamais, en fait, du coup, La feuille. C'est plus comme des bonds, en fait, que des vols. D'ailleurs, c'est des bonds comme si j'étais montée sur des ressorts, et ensuite, je pouvais voir tout le paysage, et... des paysages magnifiques. Trop haute une fois, par contre, trop haute, et je me suis détaché de la gravité terrestre. Et là, c'était un peu mince. Non. Il va falloir que je revienne. La planète qui disparaît et ouf. Ok. Oh non. Et toi, Héloïse, tu rêves? Ouais, je m'en rappelle pas toujours, mais des fois, ça m'arrive de faire le même rêve, de rêver du même endroit, et des fois, je sais plus si c'était réel ou pas. D'accord. Si vous aimez comme ça ces textures et ces bizarreries des rêves et ce que ça fait comme émotion, il faut regarder Fellini, les films de Fellini. Ouais. Voilà. Très bon conseil. Sacha, alors comment on prononce votre nom, parce que vous êtes suisse? Sacha Görg. Görg, on la prononce à la suisse, à la Görg? Je sais pas, c'est comme ça qu'on prononce. Bon, en tout cas, on toujours dit qu'il fallait dire comme ça, donc je répète. Oui, il faut choisir à un moment donné. Vous êtes donc né à Genève, vous êtes dessinateur et scénariste de bande dessinée, donc vous vivez à Bruxelles toujours? Oui, tout à fait. Oui. Ça change quoi de vivre à Bruxelles quand on est dans la BD?
Ah oui, oui. Ça paraît cliché, mais c'en est un ou pas? Oui, oui, on nous dit souvent ça, mais non, on peut vivre à Paris aussi, on peut vivre à plein d'endroits pour faire de la BD, mais non, c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne petite communauté, c'est bien, la vie est confortable, agréable. C'est pas Paris, c'est moins gros, voilà, Ouais. c'est bien. Et puis, voilà, on est entouré de Belges et de Parisiens, et ça fait une sacrée différence. On est bien d'accord. Alors, vous êtes un des membres fondateurs de la maison d'édition L'Employé du Mois, MOI, qui a édité les contes de la Mansarde. Mais l'Archipel est sorti chez Gallimard, bande dessinée. C'est votre septième BD? Sans Comptez, doute. je crois. Oui, ça doit être quelque chose comme ça, oui. D'accord. Héloïse, dis-nous tout. Résume-nous cette histoire. Qu'en as-tu pensé? C'est l'histoire d'une fille qui va emménager dans une archipel. Et c'est un monde plutôt futuriste parce que la technologie, elle a beaucoup avancé, surtout l'IA. Et cette fille, elle va se rendre compte qu'il y a un problème et qu'il ne devrait pas rester ici. Voilà, la suite. D'accord. Qu'en as-tu pensé? Moi, j'ai aimé la dimension du rêve parce qu'ils vont un peu voyager et compagnie. La rencontre des deux personnages principaux, elle est intéressante aussi. Les dessins aussi, j'ai bien aimé. T'as tout aimé, quoi. Tout est bien. Alors, on y va pour la première question à Sacha. La place des IA dans la société, on s'est demandé si vous avez une volonté de nous faire réfléchir sur le futur. Attends, redis-moi si j'ai une... La place de la technologie dans le futur, vous voulez nous faire réfléchir dessus? Ah oui, bah évidemment, évidemment. Et en fait, c'est... Alors, comme on parlait avec Elisabeth, avec Brecht aussi, je sais pas pour toi, Martine, mais que en fait, nous, ça a pris plein d'années pour faire ces bouquins. Donc, en fait, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça et à mettre de l'IA comme plein d'autres thématiques dans ce récit, on n'en était pas où on en est maintenant depuis ChatGPT. Donc c'était un peu l'angoisse parce que la réalité est en train de rattraper mon histoire. Et j'avais un peu peur d'être obsolète avec ces thématiques-là. Donc bon, je suis content de t'entendre que ça a quand même l'air un peu futuriste et que ça n'a pas juste l'air contemporain, parce que j'ai l'impression qu'en fait on est quasiment, maintenant dans ce que je raconte dans le récit, on y est quasiment à certains égards, quoi, pour l'IA. Et donc évidemment, il y a cette envie de faire réfléchir comme plein d'autres thématiques plus écologiques, etc. Il y avait un peu ce côté mission, je vais dénoncer, bon, ça c'est toujours un peu naïf, mais voilà. Et bon, au-delà de ça, il y avait aussi l'idée d'avoir ce personnage IA qui est un assistant donc, d'un des personnages. C'est assez rigolo, en fait, je trouve, de mettre ça en scène et de voir le côté manipulateur de l'IA, bienveillant, manipulateur malgré tout. Voilà. Ouais. On a aussi remarqué qu'un nos thèmes, c'était l'écologie, non? Oui, bien vu, tout à fait. Oui, voilà, ça c'est j'imagine comme plein de gens, des thématiques qui nous traversent. Toujours aujourd'hui, il y a, comme pas mal de gens, j'imagine il y a pas mal d'années, j'ai eu un peu ce déclic en me disant mais ça va pas du tout, il faut qu'on parle de ça finalement. Et ça me semblait évident à un moment donné. Bon, j'avais la matrice, le début de l'histoire, c'était pas tout à fait ça. C'était plutôt la rencontre de deux personnages. Histoire un peu à la Roméo et Juliette, deux personnages qui n'arrivent pas à se rencontrer, vraiment pas à se trouver. Mais voilà, je voulais faire un récit d'anticipation qui se passe du coup. Je me suis dit, ça peut être quoi le monde dans un avenir proche? Et je me suis dit, en fait, ça sera sûrement comme maintenant, en juste un peu pire. Plus pire, il n'y a pas vraiment de raison qu'on soit optimiste. Et donc voilà, c'est le monde que je décris qui est de façon un peu, j'ai essayé d'être objective, qui est juste un peu plus merdique, malheureusement. Ouais. Sacha, vous dites presque, oui, comme tout le monde, on parle enfin comme beaucoup, on parle de l'arrivée des catastrophes climatiques, etc. Ouais, mais vous en parlez, les artistes. Mais d'un autre côté, heureusement que vous êtes là pour en parler, parce que la place du politique, là, on vient de passer par exemple des élections, on n'en a quasiment pas parlé. On en parle parce qu'il y a l'Espagne, parce qu'il y a les inondations, et encore, c'est parce que c'est factuel, parce que les images sont là, mais le long cours, vous, c'est ça que vous évoquez?
Oui, c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans un moment peut-être même de régression et on ne sait pas jusqu'à où ça va aller en fait par rapport à ça. Enfin, je fais le même constat que pour l'instant, dans les programmes politiques, c'est le grand absent, alors que c'est de plus en plus urgent, etc. Alors de nouveau, c'est une question de point de vue. Il y a sûrement plein de gens, je dis tout le monde pense à ça, c'est évidemment pas tout le monde. Il y a plein de gens que ça ne concerne pas ou qui pensent que tout va bien et qu'on va s'en sortir autrement. Et c'est sûrement pour ça qu'on a un conflit de vision sur ça, quoi. Mais oui. Mais c'est là où vous, je vous pose la question à tous les quatre, mais où l'artiste, le scénariste, l'écrivain, il est là pour faire le tatillon, pas le tatillon, mais l'aiguillon, pardon. L'aiguillon pour rappeler, non? Je ne sais pas, si vous sentez cette charge-là. Je vais répondre vite fait. Je ne suis pas sûr que le côté pédagogique, dénoncer, finalement, ça soit vraiment comme ça qu'il faut le faire. Je pense par l'histoire. Non, par l'histoire, en effet. Mais il y a en effet, je pense qu'il y a quand même toujours un truc à jouer à ce niveau-là, on est bien d'accord. Mais pas... non, mais moi, ça m'a posé plein de questions en le faisant, en me disant... est-ce que je suis pas trop lourd? Est-ce que je suis pas premier degré? Et puis est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Et puis ça sert à quelque chose ou pas? Je suis pas sûr que ça serve à grand chose d'ailleurs. Mais donc du coup, j'ai pas mal aussi réfléchi en me disant si je devais refaire quelque chose, est-ce que je le ferais comme ça? Oui, Brecht. Je me demande si un truc que je sens en moi, que je me suis jamais senti obligé de passer une sorte de message, un truc politique, mais que si là tu as l'impression que ça manque un peu, comme de réaction d'artistes, je me demande s'il y a un truc à toute évidence, le message n'a pas passé. Est-ce qu'on est en train de le dire d'une façon qu'il ne faut pas? Est-ce qu'on a même dit ça d'une façon qui a tellement énervé les gens qui sont vraiment contre le message? Peut-être il y a un truc un peu hébété comme ça, en ce temps-ci, comme waouh. Ça fait un déni de réalité aussi. Ouais, ça fait un moment qu'on le dit, non? Et ça donne rien. Louise, est-ce que toi, justement, dans tes lectures, tu trouves qu'on parle beaucoup des bouleversements climatiques dans les romans, Est-ce que tu trouves... Oui. Sur tes dernières lectures, par exemple, est-ce que tu as lu beaucoup de choses là-dessus? Pas forcément. Pas forcément, non. D'accord. Donc il y a de quoi encore écrire. En fait, j'ai tort, ce que je viens de dire. Oui, complètement. Mais c'est pas grave, hein, restez avec nous quand même. Hein. On raconte, j'ai tort. Oui, il faut continuer, je pense. Il faut continuer. On fait un petit tour avec la Grande Ourse 2024 et on revient à vous. Elle a été attribuée à Suzanne Morgenstern, une autrice incontournable. C'est avec elle que nous proposons de passer la semaine et la connaître un peu plus. C'est le feuilleton de la Grande Ourse et c'est maintenant. Alors, le personnage qui me ressemble, c'est tous les personnages de tous mes livres qui me ressemblent, qui pensent comme moi, qui vivent comme moi. Je n'ai pas beaucoup d'imagination, et alors je me fais moi à répétition mes victoires dans Lettres d'amour de 0 à 10 et Ernest, c'était mon mari, qui était un enfant caché pendant la Deuxième Guerre mondiale, né à Nice en 1939, caché par les bonnes sœurs. Et puis moi, Victoire, Suzy, j'étais la Merloque qui est venue sauver la France et sauver mon mari par un peu plus de gaieté et d'entrain, parce que mon mari a survécu la guerre, mais je pense que les survivants n'ont pas vraiment survécu. Et Jacques est mort à 54 ans, après une vie de douleur. Donc, j'ai pas vraiment sauvé. Mes victoires dans le livre a rempli la fonction que j'aurais aimé remplir. Elle a sauvé Ernest dans le livre. Nous parlons avec Héloïse, ma co-animatrice, nous interrogeons nos auteurs aujourd'hui sur ce rêve qui devient exutoire ou fuite en avant. On en parle avec Elisabeth Holville pour Conte de la Mansarde, avec Brecht Evans pour Le Roi Méduse, avec Sacha Gurg pour L'Archipel aux éditions Gallimard. Et on va en parler tout de suite avec Martine Pouchin pour Shift aux éditions Thierry Magnier. Héloïse,
Un petit résumé de Shift. C'est une fille qui s'appelle Clara. Ouais. Elle va shifter, donc c'est une sorte d'auto-hypnose. Et en faisant ça, elle va pouvoir retourner dans le passé où elle va tomber amoureuse. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ? Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Déjà, je connaissais pas du tout le terme, le shifter. Puis, on va voir que il y a beaucoup d'informations sur le passé et compagnie, sur les animaux, parce qu'elle peut shifter en personne et en animal aussi. Toi, j'adore parce que c'est les animaux. On en a parlé, on prépare l'émission. En fait, Héloïse a adoré quand on shift en animal. C'est vrai que c'est assez génial. Il y en a qui rêvent d'oiseaux, de planer. Nous, on rêve de shifter. Alors, vas-y, ta première question. On voulait d'abord savoir Commençons par le début. d'où venait toute cette histoire. Ce shift, c'est quoi ? Racontez-nous. Alors, on dit le shifting, je crois, parce que là, elle shift, mais bon, alors ça s'appelle shift, effectivement. Ouais. Le shifting, j'ai moi-même découvert ça il n'y a pas si longtemps, mais c'est une forme d'auto-hypnose, en fin de compte. Ça s'est beaucoup, enfin, ça nous vient des États-Unis, mais ça s'est beaucoup développé pendant le Covid, dans la mesure où beaucoup de jeunes, justement, étaient enfermés chez eux et cherchaient des moyens de s'échapper. Donc, ceci dit, il n'y a pas que des jeunes qui shiftent. J'ai vu ça en me documentant sur Internet. Donc, oui, c'est une forme d'auto-hypnose. On se relaxe et puis on essaye de partir là où on a envie. Alors, la plupart des jeunes shiftent dans des séries qu'ils ont adorées, des jeux vidéo, mais on peut faire tout à fait autre chose. Choisir un souvenir qu'on a aimé, essayer de l'approfondir. Bon. Alors, j'avoue, j'ai essayé. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Alors, ça donne quoi ? Je n'ai pas réussi. Je dois être trop nerveuse. Alors, je pense que même... Alors, il y a des gens qui essayent pendant des semaines, des mois, qui n'y arrivent pas. Mais ils ont au moins le bénéfice de se connaître un peu mieux et d'acquérir un certain calme. Et même quand on n'arrive pas à partir, c'est désolant parce que c'est frustrant quand même un peu. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui finissent par vraiment penser qu'ils sont cet animal, je suis en vacances dans cet animal. Je suis toujours moi, humain, mais... Alors, le danger du shifting, justement, il y en a qui arrivent bien à maîtriser, à revenir dans la réalité sans problème, mais il y en a d'autres qui prennent goût à cette réalité qui, finalement, c'est curieux, parce que, bon, comme moi, je ne l'ai pas expérimenté, ça me désole vraiment, je pense que je continuerai peut-être à essayer, mais les sensations qu'on a quand on shift, elles sont très fortes, presque plus fortes que celles qu'on a dans la réalité, même au niveau des sens. Et c'est assez fascinant. Donc, quelque part, il y en a beaucoup qui finissent par préférer la vie shiftée que la vraie vie. Oui, c'est un peu... Et il y en a qui finissent par voir un psy parce qu'ils n'arrivent plus du tout à se réintéresser à la vraie vie. C'est ce qui arrive à votre héroïne. Oui. Hein, parce qu'elle tombe... Un peu. Alors, elle se retrouve au XIIe siècle, elle découvre... Alors, c'est là où c'est malin. Vous avez détourné le shift pour presque une leçon d'histoire de proximité. C'était ça l'idée. En suivant François d'Assise, pas Saint François d'Assise, François d'Assise qui n'a pas encore été canonisé. C'est ça l'idée. Oui, je me suis beaucoup intéressée à la vie de celui que l'Église a récupéré en lui donnant un petit... en l'appelant saint, François d'Assise. Son nom d'origine, c'est Giovanni Bernardone, puisque le nom de Francesco n'existait pas encore à l'époque. Ça voulait juste dire français, voilà. Et comme le père de Francesco, Gianni, était un petit peu snob et qu'il aimait beaucoup les Français, il a voulu appeler son fils comme ça, mais c'est un prénom qui par la suite est devenu courant, mais qui n'existait pas à l'époque. Donc voilà. Et moi, la vie de cet homme-là, Giovanni Bernardone, je la trouvais tellement extraordinaire. Je l'avais découvert dans certains livres que j'avais lus et je me suis dit, mais c'est inouï, quoi. Et donc, cette jeune fille du XXIe siècle va shifter, va se retrouver, va suivre, en fait, de très près,
c'est malin comme manière de faire, de raconter l'histoire, parce qu'on suit toute son évolution. Quand un moustique, en servante, et on voit toute l'évolution. Ils vont nous dresser un portrait de l'époque magnifique. Je me suis basée quand même sur des choses qu'on sait sur lui, mais c'est vrai que j'ai romancé quand même, parce qu'il y a quand même plein de trous dans les biographies qui ont été faites, dans lesquelles on peut s'engouffrer pour inventer un peu. Évidemment, c'est un peu la vie de ce François d'Assise, mais c'est un peu pas sa vie non plus, quoi. J'ai pris des libertés quand même. Ouais. Donc, moi, j'avais vraiment... oui, parce qu'en fait, ce personnage-là, cette personne qui a existé, elle part quand même... Elle est très extrémiste. Giovanni est très extrémiste. Il commence sa vie en étant très riche, en étant très populaire dans sa petite ville, puisqu'il est riche, il fait la fête, il paye des coups à tout le monde, il est très populaire déjà. Mais ce qu'il veut, lui, c'est devenir célèbre, et il ne sait pas trop comment faire. Alors ça résonne voilà, des jeunes qui veulent devenir célèbres. Entendu. Aujourd'hui, il y en a plein. Bon, il y a d'autres moyens plus faciles de le faire maintenant. Mais à l'époque, lui, il cherche et il prend plein de directions. Alors moi, j'avais très envie de mettre en parallèle ça avec la vie d'une jeune fille d'aujourd'hui qui s'appelle Clara, comme celle qui deviendra Claire, voilà, qui fonde l'ordre des Clarisses. Et parce que cette Clara d'aujourd'hui, elle sait pas quoi faire de sa vie non plus, quoi. Et elle est à un moment charnière où elle doute de tout. Alors elle doute beaucoup d'elle-même, contrairement à lui, hein. Alors, il va être l'heure de se quitter. Je vous ai demandé à tous de me préparer un petit peu un livre référence par rapport à la thématique. Mais je voudrais qu'on commence par les camarades de classe de Héloïse. Lève-toi et présente-toi, dis-nous ce que tu as choisi, ce que vous avez choisi, parce que c'est un travail collégial. Bonjour, je m'appelle Némé Diawara. Ouais. Je souhaiterais vous présenter l'œuvre qu'on a choisie collectivement avec mes camarades pour représenter notre groupe. L'œuvre qu'on a choisie, on a établi des liens, parfois rationaux, mais aussi un peu complotistes, entre ce qu'on a lu et le livre. Donc le livre qu'on a choisi, c'est Alice au Pays des Merveilles, le roman. Ok. J'espère que... Classique. Ouais. C'est un livre de 196 pages qui date de 1865 et que je conseille de lire. Je conseille à tout le monde de lire au moins une fois dans son existence. Pas passer à côté. Vas-y, rapidement. Dernier. On a établi plein de liens, par exemple, avec les contes de la mansarde, le fait que Alice, elle puisse, elle rapetisse, qu'elle grandisse. Avec l'archipel aussi, le fait que Sophie ose se révolter contre le système et que Alice se révolte pendant le jugement. Avec le roi Méduse également. Avec cette vision de l'enfant qui est capable d'imaginer des cartes bouger ou des personnages d'une certaine manière. Et également avec Shift, le fait de cette dimension du rêve qu'on retrouve dans Alice. Le rêve qui permet de s'évader. Et, voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est une classe qui travaille. C'est merci lycée Georges Jaurès. Vraiment, ils ont super bien bossé. Allez, on fait un tour de table rapidement pour votre livre référence. Qui commence ? Allez-y, Elisabeth, vous avez choisi quoi comme livre référence? Alors moi, j'avais choisi Le Processus de Marc-Antoine Mathieu. Ouais. Je ne sais pas si on a quelques images. On va les avoir. Rapidement, pour quelle raison? C'est une BD qui parle d'un personnage qui... Désolée, je suis prise au dépourvu. C'est un personnage, oui. C'est sur le monde du rêve, en fait, et ça joue avec les codes de la bande dessinée et les codes du rêve, et c'est vraiment très, très intéressant. C'est difficile à résumer, en fait, mais Ça nous va très bien, vous faites ça très bien. Sacha. Oui, bah moi j'ai pris... voilà, moi je le montre, je l'ai, voilà. Hop. Ah ouais. Olivier Scrawen, Vie parallèle, qui est un livre qui est sorti en 2018, je crois, et j'ai l'impression qu'il est épuisé, donc voilà. Ouais. Mais, voilà, c'est 6 histoires où l'auteur se met en scène, c'est complètement barré, c'est de la SF. Il y a même des représentations, j'ai refeuilleté un peu ce livre, je trouve, au niveau du genre, qui sont hyper modernes. Ouais. C'est super. Voilà. D'accord. Brecht. C'est normal qu'il y a de l'eau qui Il y a un peu d'eau, il y a un peu d'eau qui tombe. Écoutez, ouais, ça va aller.
On a les bouées, tout le monde sait nager. Allez-y, Brèche, comme ça on finit. J'ai choisi un roman qui s'appelle The Third Policeman, pas traduit en français, je pense. Au début du roman, il y a un gars un peu maladroit, un peu pas très intelligent qui tente de faire commettre un cambriolage, mais qui reçoit un coup sur sa tête de son partenaire et après, discrètement, il meurt, mais il ne se rend pas compte. Et il rencontre 3 policiers dans ce monde-là et la façon dont ça décrit les espaces impossibles, j'ai rarement vu le monde des rêves décrit aussi bien, les choses impossibles qui arrivent là-dedans. Martine, rapidement. Oui, on se dépêche parce que là... Allez-y. Oui, alors moi c'est Henri Gougaud, Les 7 plumes de l'aigle, parce que alors Henri Gougaud est mort il n'y a pas très longtemps cette année, et ce livre-là, il m'avait vraiment marqué. D'ailleurs, il est surligné, corné, etc. Parce que il nous permet, je trouve, d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de considérer dans le réel, c'est-à-dire de regarder plus fort, d'entendre plus fort, etc. Et c'était... bon, je ne peux pas tellement m'étendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martine. Allez, merci à Anne Chrismam au lycée Jean Jaurès, à la classe de Madame Kenom Sanfo. On se retrouve demain, normalement. Petit florilège de titres à découvrir sur Kiboukin autour de l'autre côté. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et Tove Jansson, traduit par Marie Dariussec aux éditions Cambourakis. Ma vie en grand de Julia Kerninon et illustré par Annelise Boutin aux éditions Seuil Jeunesse. Ça dépend des animaux de Thomas Gosselin et Benoît Guillaume aux éditions Sarbacane. Le soleil se lèvera demain d'Aurélie Massé aux éditions Slalom. Neb de Caroline Solé et Gaïa Wieniewski aux éditions L'École des loisirs. Et chez vous, Kiboukin. Retrouvez toute l'année nos recommandations de lecture sur slpj.fr/Kiboukin.